donc Fabien Lebras, moi je suis PH d'hématologie à Créteil et je vais essayer de vous donner quelques infos sur la cytogénétique et comment essayer de l'intégrer dans cette maladie où, contrairement au myélome, jusque-là on ne l'intégrait pas vraiment. Donc première question, c'est qu'est-ce qu'on trouve comme anomalie? Alors ça c'est assez bien écrit dans cet article initial qui a inclus 400 patients à peu près et qui a fait un peu un état des lieux de ce qu'on trouvait sur le plan de la cytogénétique avec globalement ce que vous voyez ici qui est que le plus fréquent, c'est la translocation 11-14 qui représente dans cette série 44%, mais globalement à travers les séries environ 50% des patients. Et puis des anomalies qu'on trouve habituellement dans le myélome, donc on a l'habitude de rechercher, qui sont elles beaucoup moins fréquentes, notamment les translocations 4-14, les translocations 14-16, et qui montrent une vraie différence sur le plan cytogénétique entre les amyloses et d'autres maladies plasmocytaires. Les autres anomalies prédominantes qu'on trouve ici, c'est la monosomie 13 que vous voyez ici, ou les trisomies qui représentent toutes les deux à peu près 30%. Les anomalies qui sont considérées comme étant de mauvais pronostics dans le myélome, elles sont résumées en bas, c'est des scores qu'on appelle MM-SMART, il y en a plusieurs, mais qui globalement vous montrent que les scores de risque très défavorables, qui sont les scores de risque high, ne représentent qu'une très faible partie de la population des amyloses. Ça montre une vraie différence entre les populations de myélome et les populations d'amylose dans la répartition de la cytogénétique. Alors comment est-ce que ces différentes anomalies elles vont se mélanger les unes les autres? Et ça c'est une info qui est assez importante, c'est que souvent la 11-14 elle ne s'associe pas aux autres anomalies, elle est là, c'est les 120 patients roses, et quand vous voyez, elle s'associe un peu aux délétions 13, puisque c'est les plus fréquentes, mais globalement, elle va être peu associée à d'autres anomalies qui nous intéressent. Donc ça, c'est la première chose. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information de cytogénétique? Il y a l'équipe allemande qui a fait 2 papiers coup sur coup, je vais vous présenter l'un après l'autre, qui va se poser la question de cette cytogénétique dans 2 contextes différents. Le premier contexte, c'est celui-là, c'est celui du melphalan haute dose. On sait qu'en France, on autogreffe très peu, ou peu tout du moins, nos amyloses, mais une grande partie du monde continue à autogreffer, donc à utiliser du melphalan à forte dose de façon importante. Dans cet article-là, ils ont repris 123 patients traités. La plupart étaient en première ligne, puisqu'il y en avait 120 en première ligne et 3 en rechute, qui ont reçu des régimes d'induction nombreux et variés. Parfois, ils n'ont pas reçu d'induction, ils ont été autogreffés quasiment directement. Et ils se sont posé la question de l'impact des différentes anomalies. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'ils avaient des répartitions des anomalies cytogénétiques qui étaient strictement identiques à ce que je vous ai présenté dans l'autre papier, et que quand on regarde le pronostic, ce qui sort, le seul truc qui sort vraiment, c'est la translocation 11-14 ici, qui semble être d'un pronostic un peu meilleur que les autres, à la limite de la significativité, avec un petit p à 0,05. Alors, on va passer. Globalement, les autres groupes de risques ne sortent pas vraiment, notamment les risques du myélome qui sont décrits sur les 2 graphiques d'en bas ici. Les groupes à haut risque, en fait, ne sont pas très discriminants dans notre situation. Le deuxième papier qu'ils ont fait, c'est celui-ci. C'est un papier qui se pose la même question, mais dans un contexte qui nous est plus proche, qui est celui des patients qui ont été traités avec un régime à base de Velcade en première intention, donc de bortezomib. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement la répartition, alors je suis désolé pour la qualité de la photo, mais globalement la répartition est à peu près la même. Il y a 50% de patients qui ont une translocation 11-14, et contrairement à ce qu'on voyait dans l'autre contexte, on s'aperçoit que les patients qui ont une translocation 11-14, qui sont ici le graphique en bleu dans les panneaux A et B, ont une survie sans progression et une survie globale qui semblent de moins bonne qualité que les patients qui ont une 11-14. Ça nous indique 2 choses. C'est-à-dire que la première, c'est que le contexte, la cytogénétique en elle-même est une information, mais elle est à prendre en fonction de votre contexte de traitement. Et que quand on lit la littérature sur cette cytogénétique, il faut être globalement attentif aux lignes qui ont été utilisées, parce que sinon on peut dire tout et n'importe quoi. La question, c'est, une fois qu'on a dit ça, quel traitement on propose à ces patients qui ont une translocation 11-14 ? Puisqu'on l'a vu, jusque-là, tous les traitements qui nous sont présentés sont des traitements qui traitent l'amylose comme une maladie homogène, ce qui n'est probablement pas le cas, et ne se pose pas la question de comment on les traite. Alors, il y a eu
un rationnel qui est arrivé à partir du myélome, comme souvent, avec un premier papier qui a été fait par l'équipe de Nantes, qui s'est posé la question de l'utilisation du vénétoclax. Le vénétoclax étant une molécule qui est un inhibiteur de BCL2. BCL2, c'est les voies de l'apoptose, et qui a le rationnel suivant, c'est qu'on sait qu'une partie de la survie de ces plasmocytes tumoraux vient d'un signal de survie qui va être éventuellement médié par cette voie BCL2, et puis que souvent, on peut taper sur une autre voie de survie qui sont un peu en balance, qui s'appelle la voie MCL1, et que ça, on a une molécule qu'on connaît bien qui marche dessus, qui est le bortezomib. Donc sur ce rationnel, ils se sont dit, pourquoi ne pas associer au moins ces deux drogues pour voir leur effet sur des plasmocytes tumoraux. Donc ils l'ont fait dans un contexte de myélome, et ils ont montré que lorsqu'ils avaient des patients qui n'étaient pas réfractaires principalement, mais aussi ça marche aussi ces patients qui avaient été quand même réfractaires au bortezomib, on avait des réponses qui n'étaient pas inintéressantes compte tenu d'une population très lourdement traitée. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir ce qui se passait chez les patients qui avaient un fort taux d'expression de BCL2, ce qui est corrélé souvent avec la translocation 11-14, pas complètement de façon homogène, mais tout du moins qui est assez corrélé. Et on s'aperçoit que dans cette population de haute expression de BCL2, qui est décrite ici, vous avez des taux de réponse qui sont de l'ordre de 94%. Ça, c'est le premier élément qui a amené à se poser la question de la place du vénétoclax. Le deuxième, il est arrivé dans un second temps, alors qu'on avait déjà commencé à proposer du vénétoclax aux amyloses, c'est cette présentation qui va proposer un nouvel inhibiteur du protéasome, qui est le carfilzomib, en association avec du vénétoclax. Et lui aussi va nous apporter quelque chose encore plus démonstratif, c'est que lorsqu'on prend la population qui a une translocation 11-14, qui sont des myélomes là ici, et qu'on associe un inhibiteur du protéasome qui est plus puissant que le VELCAD plus le vénétoclax, on obtient des taux de réponse quasiment dans 100% des cas dans cette présentation. Alors, quand c'est trop beau, il faut se méfier toujours un peu des effectifs. Là, on est sur 8 patients. Il faut rester raison garder, mais c'est un signal quand même d'efficacité important. Alors, qu'est-ce qu'il en est né au sein de l'amylose ? Comme souvent au sein de l'amylose, on est reparti à partir des données du myélome, mais il y a eu un premier cas clinique qui a été présenté par l'équipe de la Mayo Clinic, qui est l'équipe qui, je pense, dans le monde voit le plus d'amylose régulièrement, et qui a présenté ce cas clinique d'un patient qui a une amylose, alors c'est un garçon parce que c'est plus souvent, et qui a reçu après une induction avec du VCD, le Cybordi c'est du VCD, a reçu du vénétoclax et avec du Velcade et de la dexaméthasone. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que globalement, il y a une réponse chez ces malades, c'est la diapo qu'a présenté Arnaud, il y a une réponse chez ces malades en termes d'efficacité sur l'échelle légère et puis sur les paramètres d'organes. Le deuxième cas clinique qui a été publié plus récemment amène un peu à la même conclusion. Alors c'est un patient qui était sûrement plus avancé, qui avait reçu du DARA antérieurement et qui va avoir, donc les traitements sont représentés en bas de la slide sous la forme de couleurs, là ils sont ici. Le patient va avoir d'abord du VCD, puis du melphalan-dexa, puis du Revlimid-dexa, puis du taratumumab. Alors c'est probablement un patient qui a survécu jusque-là, donc qui n'est peut-être pas si grave que ça. Toujours est-il qu'il avait une albumine de l'albumine dans les urines, et puis une maladie avec des chaînes légères qui étaient élevées, qui est la courbe Bordeaux ici, et qui répondait moyennement. Et donc, lorsqu'ils le mettent ici, ils étaient sous daratumumab avec une réponse qu'ils considéraient médiocre. Ils vont rajouter du vénétoclax et obtenir une réponse complète, une réponse d'organes et une MRD négative. C'est les cas qui sont publiés dans la littérature. Alors nous, on proposait à l'ASCO l'expérience qu'on a localement. On a traité à Mondor 7 patients avec du vénétoclax sur des lignes relativement avancées. Ils avaient en moyenne 4 lignes de traitement antérieures, et ce dont on s'aperçoit, c'est que un certain nombre d'entre eux on leur a sûrement proposé trop tard, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont morts avant même le deuxième cycle, qui ne sont même pas évaluables, dont un de grippe à J8. Alors ça, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'attribuer à la drogue. Mais sur les patients qui ont reçu au moins 2 cycles, qui étaient au nombre de 4, on a 50% de réponse, et ils sont tous translocation 11-14. Sur ces 4 patients, 3 avaient une translocation 11-14. Et je pense alors je suis désolé, il me manque une slide, mais globalement, on le voit, on a notamment plusieurs patients où on a des patients qui étaient réfractaires aux 2 ou 3 dernières lignes et qui tombent avec des chaînes légères parfois indétectables sur nos kits de dosage en un cycle de traitement.
c'est vraiment quelque chose de spectaculaire puisque c'est quelque chose qu'on obtient assez difficilement en fait chez des patients qui sont réfractaires, et on a même l'impression que l'association n'est pas forcément absolument utile puisque l'une des patientes a commencé avec du Velcade Venetoclax Dexa, et puis compte tenu d'une neuropathie sévère, on a été obligé d'arrêter le Velcade chez cette patiente, et elle est restée avec des doses de Venetoclax relativement basses puisqu'elle avait de la diarrhée à cause du Venetoclax, et elle est finie à 100 mg par jour, et ça fait 2 ans qu'elle a des chaînes légères strictement indosables. Donc on a une vraie efficacité de cette molécule dans un contexte particulier qui représente quand même presque 50% des amyloses, qui est ces translocations 11-14 est vraiment une voie d'avenir. La question qui va se poser, c'est quand le proposer et quelle association. Est-ce qu'il faut attendre d'être en 3e ligne ? Sur les patients les plus graves, probablement pas, parce qu'il n'y a pas de place pour la 3e ligne. Ils sont morts avant de la défaillance d'organes pour une partie d'entre eux. Il va sûrement falloir l'avancer dans les lignes. La question de l'association au daratumumab avec les profils de toxicité va se poser parce que ces deux molécules globalement très bien tolérées et que ça pourrait faire change dans les translocations 11-14. Mais pour l'instant, on a des données, comme vous le voyez, qui sont extrêmement parcellaires, quelques cas cliniques, l'expérience de quelques centres qui se parlent et qui commencent à colliger un peu ces informations, et vraiment le sentiment qu'on est en train de débloquer quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement intime de cette maladie. Je vous remercie. Des questions ? Donc allez-y pour tous les orateurs, hein. Ça doit fuser. Vous avez plein d'interrogations. Une question génétique, Benoît. Donc c'est une question de béotien pour quelqu'un qui ne connaît rien au myélome et qui n'a pas de réseau en plus dans la salle. Donc, parce que justement, ça paraît très intéressant, mais le généticien, il se pose la question, qu'est-ce qui transloque entre 11 et 14 ? Alors, il y a BCL2 et l'un des deux partenaires, et l'autre, c'est habituellement la chaîne lourde des immunoglobulines. Et il n'y a pas eu de comparaison, justement, entre les différentes translocations du 14 pour voir ce qui pouvait changer. Sur le 14, c'est la chaîne lourde. Oui, j'avais bien compris. Impliquée, oui. Mais après, il peut y avoir, on a des études des partenaires, si c'est ta question, quand il y a des translocations avec d'autres partenaires. La plupart du temps, la 4-14, elle est connue, elle est très bien décrite. La 14-16, elle est décrite aussi. Et puis, il y a un certain nombre de cas, alors j'ai passé un peu vite sur le premier tableau, où ils ne trouvent pas forcément le partenaire, ils ne sont pas capables forcément de l'identifier. Peut-être qu'on n'y a pas mis les moyens aussi. Mais voilà. C'est des études un peu anciennes. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble, mais ça c'est notre mode de fonctionnement très mécanistique, c'est que si on identifie mieux les mécanismes qui surviennent à ce moment-là, peut-être ça peut orienter aussi le choix de traitement ou les voies de traitement possibles. C'est la balance BCL2-MCLX. L'expression, quand BCL2 est très exprimé, à ce moment-là, le Venetoclax est efficace, et sinon il ne l'est pas. Et ça, c'est assez parallèle avec le fait qu'il y ait une 11-14 ou pas, même si c'est pas exactement, ça ne correspond pas exactement. Donc il y a des travaux pour ça, pour essayer de définir des kits, enfin des façons de mesurer facilement cette expression différenciée, et pour pouvoir dire quel malade va répondre ou pas au Venetoclax. C'est Cyril Touzeau, je crois, à Nantes, qui travaille beaucoup dessus. Juste Arnaud, la situation sur le Venetoclax va se débloquer parce que pour l'instant tous les essais quand même sont interrompus sur la toxicité quand même. Il y a eu un essai dans le myélome où c'était Venetoclax plus bortezomib, où il y a eu un signal de tox clair, parce qu'il y a eu plus de morts dans le bras Venetoclax que dans le bras placebo, avec plus d'infections et des infections plus graves, mais c'était dans un protocole international où il y avait pas de prophylaxie chez beaucoup de malades. Enfin, donc là, je crois que le truc a été levé, ça va redémarrer. Et il y a une volonté du labo AbbVie qui a le Venetoclax de faire des protocoles dans les amyloses, et il y a eu déjà 2 conférences téléphoniques internationales pour discuter de protocoles avec le Venetoclax dans les amyloses, sous l'influence de l'association américaine des États-Unis des patients avec amylose. Ouais, il y a une question peut-être, Philippe. Merci. Est-ce qu'on connaît un peu les mécanismes un peu intimes et moléculaires de la toxicité d'hexaméthasone sur le cardiomyocyte pour expliquer l'éventuelle toxicité de Dexa ? Est-ce qu'il y a des données précises là-dessus ou est-ce que c'est des suppositions ? Alors, sur le rat, sur le cœur sain de rat,
On voit que la dexaméthasone a tendance à diminuer la fréquence cardiaque, augmenter les signes congestifs. Il y avait modifié les échanges de potassique et calcique avec une perturbation du QT. Et globalement, c'est ça qui est vu sur le cœur sain. Moi, j'ai pas vu de données. Il y a une différence avec les autres types de corticoïdes, avec le solimédrol. C'est vraiment un mécanisme moléculaire dû à la molécule elle-même. Apparemment. Oui, c'est ce qu'on suspecte en fait, c'est que ça soit la dexaméthasone et pas la bétaméthasone qui est un autre, voilà. Et donc c'est en fait la thèse de Mélanie qui va commencer là pour essayer de comprendre, mais il y a un effet qui n'est pas que lié à la congestion et qui est un effet qui est toxique. Et ce qui est inquiétant là-dessus, sur les 3B ou sur les amyloses en général cardiaques, c'est que généralement c'est la dexaméthasone et le corticoïde qui est aussi utilisé non seulement sur les clones, mais aussi à visée anti-allergique. Et donc c'est le corticoïde, la dexa, qui est injecté quand on fait du DARA à visée anti-allergique au moment de l'injection, ou sous d'autres drogues comme le patisiran. Et voilà, nous on a eu 2 morts subites après le traitement sous DARA. Alors c'est peut-être l'évolution de la maladie, est-ce que c'est le DARA, est-ce que c'est la DEXA sur des patients sévères, mais moi ça m'interroge vraiment de poursuivre sur ce corticoïde sur des patients sévères, hein, je dis bien, et voilà. Alors, nous, on n'a pas eu il n'y avait pas les 3B dans l'étude Amidara, mais il n'y a pas eu du tout de signal de toxicité cardiaque, ni du daratumumab, ni de la DEXA. Moi, je peux poser une question quelle dose de DARA vous donnez? Et si vous le faites Péros ou IV? Quelle dose de DEXA vous donnez? Et si vous le faites Péros ou IV? Alors, c'est Péros. Et la dose de DEXA, donc dans les dernières... actuellement, c'est adapté à l'atteinte cardiaque. Et ça peut être 0, 10 ou 20. Globalement, c'est ce que je vois. C'est souvent sur les 3B et les 3A, on baisse nettement. Je pense qu'on fait tous à peu près la même chose. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une recommandation sur comment est-ce qu'on décide 10, 20 ou 0, 10 ou 20. C'est vraiment quand même un peu en fonction des signes congestifs, de comment on sent le patient et de la note de gueule quand même. Hein. Alors, Mélanie a fait un énorme travail pour recueillir toutes les doses de DEXA, le comprimé, les doses par semaine, les doses par mois, les doses cumulées. Et les résultats, tu veux les donner alors? Est-ce que tu as un effet sur tous ces paramètres? Non. Non. Alors il y a quand même l'étude des Anglais où ils avaient mis des haltères implantables, des Revil, où il y avait 20 patients, 11 qui sont décédés dans un délai de 2 mois, donc c'est des patients très très graves, ils sont tous décédés de bradycardie, et ils avaient trouvé aucun rapport entre les décès et les troubles du rythme qui étaient décrits par le Revil et le traitement. Donc ça c'est un peu un bémol. En fait, le problème majeur, c'est que tous les protocoles mettent de la DEXA. Donc, en fait, on n'a pas de protocole contrôle. Et au vu de ce que vous dites, vous avez montré sur le DARA, et vu l'urgence de trouver une thérapeutique pour les 3B qui sont tous en train de nous claquer dans les doigts, moi, je crois qu'il faut aller vite, quoi. Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par le DARA je vais vous reposer avec autre chose que la DEXA? La question dans l'autre sens, c'est quand on inscrit un patient sur la liste de greffe, en fait, c'est un peu la question qu'on se pose de tarte à la crème de la RCP amylose. C'est est-ce qu'on attend qu'il soit en réponse pour le greffer, pour dire voilà, ou est-ce qu'on le greffe directement? Et c'est toute la question. Est-ce qu'on met un critère comme le papier de Chêne là, que tu as montré, Arnaud, où on dit ne pas être en réponse partielle à une cure, ça prédit que vous n'avez pas réponse sur l'organe, ou est-ce qu'on le greffe quoi qu'il arrive et on s'arrangera pour le mettre en réponse derrière? Moi, je dirais que quand on voit les résultats de VCD DARA, c'est 94% de réponse là, sur les 28 malades initiaux, et toi, c'est 100% de réponse. On se dit qu'il ne faut pas attendre la réponse. Les malades, on en perd 60% dans les 3 premiers mois. Donc, je pense que si on peut, il faut les greffer le plus vite possible, mais bon, c'est pas facile. Oui, mais le problème, c'est que les 3B n'étaient pas dans les essais. C'est toujours pareil, en fait, c'est les patients exclus. Moi, je crois qu'on va revenir lundi à Mondor, on va faire une réunion. Ils sont 3B, c'est-à-dire qu'ils sont plus graves sur la déférence d'organes, mais on n'a pas de raison de penser qu'ils vont répondre moins bien. On n'a pas de données, à mon sens, qui disent qu'ils vont répondre moins bien sous réserve qu'ils répondent. On a quand même un petit peu... Quand on regarde le taux de chaîne, la DFLC des 1, 2, 3, les 1, c'est 50-60 mg, les 2, c'est 150, les 3, c'est 250. Quoi. Donc, et le taux de plasmo, c'est la même chose. Ils ont en général une maladie un petit peu plus proliférative, ou en tout cas avec un peu plus de chaîne légère.
C'est ça aussi qui fait les très bonnes réponses des autogreffes. Pour revenir sur le problème des autogreffes, c'est que la moitié des malades qui sont autogreffés, ils ont une DFLC qui est inférieure à 50. C'est des malades de bon pronostic de toute façon. Donc il y a un petit bémol quand même là-dedans, mais la majorité des malades répondent si on leur laisse le temps de répondre. Et moi j'ai une autre question sur votre protocole là. Est-ce que vous avez regardé les réponses précoces? La réponse pathologique à 3 mois, elle est identique dans les 3 Pas à groupes. 3 mois, mais à 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, non? Non. C'est ça qui est intéressant. Quoi. On avait regardé initialement, on avait dosé les chaînes légères, mais sur trop peu de malades, c'était sur 8 ou 9 malades, donc on ne pouvait pas répondre à la question. Ce qui est vrai, c'est que pour se comparer, par exemple, à l'article de chaîne, etc., la question c'est est-ce qu'on le fait à 4 semaines ou est-ce qu'on le fait après l'équivalent d'un cycle plein en termes de chimiothérapie. Pour l'instant, on a plutôt évalué après l'équivalent d'un cycle plein, ce qui fait qu'on les évalue plutôt à 6 semaines qu'à 4. Je crois que ça vaut le coup de regarder semaine par semaine et voir à quelle vitesse ça baisse. Parce que les chaînes légères, c'est 2 heures la demi-vie, donc on peut regarder très vite. Mais comment tu verrais le truc? Parce que comme on a un décalage complet des chimios, c'est quoi le top? Comme on n'a pas les mêmes chimios en même temps, c'est à partir de quand? C'est quand on regarde à 1 semaine après un VCD complet? Non, mais on regarde à 1 semaine après 1 injection de Velcade, après 2 injections de Velcade, après 3 injections de Velcade. Je pense qu'il faut avoir une idée de la réponse de ces malades pour changer de traitement si ça ne marche pas. Je suis d'accord. Et également, si tu as les chiffres, de regarder l'impact quand même de la dexaméthasone sur les chaînes légères. On est toujours embêté quand même dans des patients très graves de minimiser un peu le traitement pour éviter effectivement qu'ils ne décèdent d'autre chose, mais quand même. En fait, tu vois, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on va trop vite, trop fort. Parce que il n'y a plus de patients. Si vous n'avez pas de décès immédiat, mais la survie est la même, c'est qu'en fait, les patients ont répondu moins vite, ont continué à aggraver leur cœur et finalement, ils ont un cœur plus grave quand c'est un peu plus tard. Quoi. En fait, si tu veux, le problème, c'est que les décès, ils arrivent quand on remet la Dexa. Et donc, on ne peut pas répondre à la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'évolution de la maladie ou est-ce que c'est la Dexa qu'on a fini par leur mettre? Après, on a des patients très sévères, hein. Attention, hein, vous avez vu, hein, c'est 33% de 3B, 3A, et nos 3, ils vont plus vers le 3B que le 3. Voilà. Donc, c'est des patients quand même c'est les patients qui arrivent chez nous, c'est nos types de patients. Donc, il ne faut pas non plus dire que la Dexa... Enfin, je ne voudrais pas qu'il y ait d'excès de... On le voit aussi, et ce que tu disais tout à l'heure sur les translocations bactériennes, nous, on a une patiente qui est décédée à 3 semaines, elle n'avait plus de chaîne légère circulante, et elle est morte d'une bactériémie dans un tableau gravissime. Avec 10 mg de dexaméthasone. Hein. Pour répondre à ta question, Thibaut, sur le DARA en première ligne, on a rapporté ce qu'a fait un de nos internes qui a repris les patients qu'on a traités par DARA. Les 3B, c'était en rechute, hein, mais ils vont quand même nettement moins bien que les 3, en fait, quand on regarde. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que la déférence d'organes, si tu n'arrives pas à la pallier correctement, tu perds, quoi. Oui, mais là, on avait mis le DARA en 2e ou 3e ligne, parce que peut-être que maintenant, il faut qu'on essaye de faire un 4e protocole. C'est pas Mélanie? DARA VCD amylostrobe. D'autres questions dans la salle? Moi, j'ai une question pour toi, Arnaud. Excuse-moi. La réflexion effectivement de la meilleure réponse à viser, elle est primordiale pour nos patients parce que c'est ce qui va définir la survie. Je vois néanmoins qu'à part ceux qui répondent très bien du premier coup, pour les autres, qui vont enchaîner les traitements pour obtenir 10 mg de chaîne légère, ça risque d'être compliqué à gérer, non? C'est-à-dire si tu n'as pas obtenu d'emblée la réponse, souvent, il y a certains patients pour qui t'enchaînes les traitements, t'enchaînes, et tu sais plus où tu vas à la fin. Il y a quelques patients malheureusement qui répondent à rien. Hein. Ça, on en connaît tous, comme celui que j'ai montré, mais qui a fini par répondre au vénétoclax. Donc on peut espérer qu'avec l'arrivée des nouveaux traitements, on ait encore plus de réponses. Mais il y a des malades qui répondent pas bien du tout à VCD. Avec du VRD, tu les mets en rémission et c'est des rémissions qui vont être prolongées. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer les traitements pour faire répondre les malades.